priori, le cours écrit était donc accessible avec. Non, il n'y a pas non plus la vidéo. Comment ça se fait? Ah, zut. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas encore la vidéo, mais bon, dans tous les cas, le cours écrit était accessible au niveau des cours visio, hein, d'accord, et ainsi que le TD. Donc, aujourd'hui, on va passer à la correction du TD qui nous prendra certainement 2 séances. Je n'avais pas vu qu'il était aussi long, mais effectivement, euh, il est relativement long, d'accord, ce TD, donc il va certainement nous prendre 2 séances. Par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va principalement étudier, mais ça va nous ramener aussi sur les questions qui sont purement des questions de cours. Euh, Nous allons principalement étudier les cas pratiques, d'accord, de façon à ce que, puisque si vous avez ce type d'exercice qui vous est proposé à l'examen ou lors des DS, etc., ça sera principalement du cas pratique, très peu de questions courtes, très peu de questions du type première question, enfin premier exercice ou deuxième exercice. Non pas qu'il n'y ait pas d'intérêt, mais on cherche vraiment à ce que vous soyez capable, globalement, d'appliquer le droit à une situation pratique. C'est pour ça que je vais plutôt m'atteler à la résolution des cas pratiques en employant la méthodologie dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le syllogisme juridique en 3 parties. Le droit, les faits, la conclusion, d'accord. Majeur, le droit, mineur, les faits, et je termine par la conclusion. Donc en employant cette méthodologie-là, afin de résoudre les cas qui nous sont proposés. Donc je vous propose directement d'aller sur le cas numéro 3. D'accord. Le cas numéro 3, lui, de quoi nous parle-t-il? Il nous dit que Léa a fait l'acquisition d'un terrain. Ce terrain est fortement pollué. Et d'ailleurs, elle le sait, hein, elle est tout à fait au courant de la situation. Et elle l'obtient d'ailleurs pour un prix relativement petit, puisque c'est un prix modique. Ce même terrain, Léa le revend à un promoteur pour y construire des logements. Une négociation s'engage autour du prix. Finalement, le contrat est signé. Et Léa profite de la situation pour glisser, insérer dans le contrat une clause de non-garantie de l'obtention du permis de construire. Alors, on va supposer que Léa sait très bien qu'il n'y aura jamais pour l'acquéreur l'obtention du permis de construire, parce que le terrain est pollué. Donc ici, on va directement nous traiter la question 3, d'accord, la question 3 qui dit, voilà, que peut faire l'acheteur? Ou que risque Léa? Et est-ce que l'acheteur peut se retourner contre Léa? Alors, désolé du retard, problème de connexion, pas de souci, monsieur Hugo. Donc ici, que peut faire l'acheteur et peut-il se retourner contre Léa? On a deux possibilités. Il existe plusieurs façons d'aborder le problème. Soit on va reprocher à Léa le manque d'information. Et dans ce cadre-là, obtenir des dommages et intérêts en engageant la responsabilité délictuelle de Léa. Ça, c'est une première situation. Je ne vois pas où se trouve la question sur Léa. Exercice numéro 3. Je vais partager mon écran, comme ça vous le verrez. Voilà. A priori, c'est bon pour tout le monde. Hop, je vais monter. Voilà notre cas pratique. Ça me permettra aussi de pouvoir souligner un certain nombre d'éléments sur ce cas pratique. Alors, première façon d'aborder ce cas pratique sous l'angle de la responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle, je vous rappelle qu'il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité. La faute, quelle est-elle?
Et y a-t-il une faute? Donc ici, oui, on va pouvoir déterminer qu'il y a une faute dans le comportement de Léa, qui est un comportement déloyal. C'est un comportement déloyal puisque Léa, au nom du devoir d'information, qui est une prérogative légale, hein, au nom du devoir d'information, aurait dû informer son co-contractant de la pollution du terrain. Puisque on est tous d'accord pour dire que c'est une information qui est très importante. Si c'était une information très légère, je ne sais pas moi, dire que il y avait de l'herbe qui poussait sur le terrain, des mauvaises herbes qui poussaient sur le terrain. Bon, on est bien d'accord que ce n'est pas une information qui est essentielle. Comment repérer une information qui est importante d'une information qui n'est pas importante? Ben, celle-ci va modifier le comportement des parties. Si l'acheteur avait su que le terrain était pollué, pensez-vous qu'il aurait acheté? Non, il n'aurait pas acheté, de façon sûre. Ou bien il aurait acheté à un prix complètement différent, même si Léa lui a consenti une remise. Donc, ici, on peut facilement déterminer qu'il y a déjà une faute dans le comportement qui est un comportement déloyal. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une question. Est-ce que vous trouvez que Léa est loyale en ne donnant pas les informations importantes à l'acheteur? La loyauté, c'est codifié. Il y a un article qui dit que les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi. Dans le terme bonne foi, on y intègre la loyauté. Et dans la loyauté, on y intègre ce devoir d'information qui aussi est codifié au terme de l'article 1112 du Code civil. Toute personne qui connaît une information importante pour l'autre partie doit lui communiquer cette information. Voilà ce qu'en résumé dit l'article. À défaut de communication de cette information, la partie qui était, donc on dit, débitrice de cette information et qui l'ignorait, peut engager la responsabilité délictuelle de l'autre. Donc, ici, la faute est déterminée. Maintenant, quel est le préjudice? Le préjudice, c'est que la personne a acheté un terrain dont elle ne pourra rien faire. Le but pour elle, c'était de construire des logements. Or, a priori, il n'y aura jamais de permis de construire. Donc, pas de construction de logement. On peut imaginer aussi que cette personne ait déjà fait des plans, qu'elle ait fait des relevés topographiques, etc., qu'elle ait engagé un certain nombre de frais pour pouvoir obtenir le permis de construire, qu'elle n'obtiendra jamais parce que le terrain est pollué. Donc, le préjudice, il est facilement déterminable. Y a-t-il un lien de causalité? Oui, s'il n'avait pas acheté un terrain pollué, il n'aurait pas fait toutes ces démarches-là, il n'aurait pas eu à subir ce préjudice. Si Léa l'avait informé, il aurait dit non, de toute façon, je n'achète pas parce que ce terrain n'est pas constructible. Voilà sous l'angle de la responsabilité, exercice 3. Oui. Voilà sous l'angle, c'est à l'écran, alors je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question, ou si ce n'est pas une question, si c'était juste la réponse à Éline. Donc c'est bien l'exercice 3 qui est à l'écran. Donc voilà, ce premier cas, avec un premier type de résolution, sous l'angle de la faute qui est entraînée un préjudice et qui est entraîné et qui peut entraîner donc l'engagement de la responsabilité délictuelle de Léa. Maintenant, on peut prendre aussi ce cas pratique sous un deuxième angle. C'est celle de la nullité du contrat. Et d'ailleurs, les deux peuvent être cumulés, entre parenthèses. C'est celle de la nullité du contrat. On connaît les conditions de validité d'un contrat. Ces trois conditions, cette règle des 3 C, c'est-à-dire le consentement, la capacité, le contenu. Ici, on va pouvoir éliminer facilement le consentement et la capacité. Pas de souci sur le consentement, excusez-moi, le contenu. Pas de souci sur les problèmes de licéité, donc de légalité du contenu. Pas de problème sur la capacité des parties à contracter. A priori, aucune des parties n'est mineure et aucune des parties n'est majeure protégée. Par conséquent, c'est sur le terrain des vices du consentement que l'étude doit se porter. Qu'est-ce que l'on connaît comme vices du consentement? On connaît 3 vices du consentement. Le premier étant l'erreur, le deuxième étant le dol, le troisième étant la violence. Ici, la violence peut être écartée facilement, aucun des faits nous permet de l'envisager.
Reste à étudier le vice du consentement sous la forme d'une erreur ou sous la forme d'un dol. Alors, on peut étudier les deux, d'accord, mais il y en a un qui ne va pas marcher. Il y en a un qui ne va pas marcher, il y en a un qui ne va pas aboutir. Malgré tout, je vais vous faire la démonstration des deux, euh, des deux vices du consentement, en sachant que vous, dans une copie, vous n'avez pas non plus 3 heures pour résoudre le cas. Donc, il faudra aller à l'essentiel. Et si vous avez déjà une idée de la réponse, il va falloir simplement donner vos éléments théoriques relatifs à la réponse, à la solution que vous allez proposer. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon cas ici, je sais que le DOL va fonctionner. Je le sais parce que j'ai déjà repéré tous les éléments qui vont me permettre de qualifier le DOL et qui vont me permettre de conclure sur un vice du consentement qui va entraîner la nullité du contrat. Mais vous savez que dans la méthodologie, vous devez d'abord donner tout votre droit. Vous n'allez pas, si vous allez viser le DOL, vous n'allez pas me parler de la capacité. Voilà. On va l'éliminer très rapidement, la capacité. On ne va pas faire tout un chapitre sur la capacité, ni sur le contenu contractuel, ça ne nous intéresse pas. On sait qu'on va aller vers le DOL. Donc si on va vers le DOL, si on ne va uniquement que vers le DOL, on va tout de suite cibler les conditions du DOL et cibler la définition de ce qu'est le DOL. Malgré tout, on peut envisager, ça ne fonctionnera pas à l'arrivée, mais on pourrait envisager l'erreur. L'erreur vise du consentement. C'est quoi l'erreur vise du consentement? Une erreur, c'est l'acheteur s'est trompé sur les qualités essentielles de ce qu'il a acheté. C'est ça l'erreur. Mais en plus, l'erreur, elle doit être excusable. Il faut que légitimement, l'acheteur ne soit pas au courant de la situation. Je termine juste ma démonstration sur l'erreur et après je réponds. Après, je réponds sur ce que la réflexion que vous me donnez. Finalement, elle va participer à ma réponse. Vous allez voir, Aurélie. Donc, j'ai essayé d'obtenir la nullité du contrat sur le problème de l'erreur. L'erreur, on sait que c'est je me suis trompé sur ce que j'ai acheté. Clairement, ici, je pensais acheter un terrain constructible, puisqu'on sait que la société qui entend acheter le terrain veut construire des logements. Or, pour construire des logements, il faut un permis de construire. Je pensais que le terrain était constructible, or, il n'est pas constructible, puisqu'il est pollué. Toutefois, la pollution, je ne le savais pas. Donc, a priori, on commence bien, ça commence à sentir bon pour la problématique de l'erreur. Sauf que, pour l'erreur, on va prendre en compte les qualités de la personne. Est-ce que l'erreur est excusable ou inexcusable? Est-ce que vous croyez qu'une société qui semble être une professionnelle du secteur de la construction, puisque c'est une société d'aménagement local, est-ce que ce type de société ne va pas se renseigner avant sur l'antériorité du terrain, sur la constructibilité du terrain? Si, c'est quand même leur boulot, gars. D'autant plus qu'il y a 2 signes qui pouvaient les alerter. Il y a 2 signes qui devaient les alerter. Premier signe, le signe qu'il a obtenu à un prix très inférieur au prix de marché. Quand vous obtenez quelque chose à un prix très inférieur, il y a un doute quand même là-dessus. Ça doit éveiller un petit peu vos soupçons. Deuxième chose, c'est qu'on y a inclus une clause qui ne garantit pas la délivrance du permis de construire. Alors, même si ce n'est pas très loyal de la part de Léa, d'accord. Donc il y a plusieurs éléments qui auraient dû indiquer à l'acheteur qu'effectivement il y avait un problème sur la constructibilité. Et lui, en tant que professionnel, à cause de son statut et à cause de ces différents éléments, l'erreur, elle est inexcusable. Il a fait une connerie dont qu'il aurait pu éviter en se renseignant. Et il avait la possibilité de se renseigner. Par conséquent, ici, l'erreur ne permettra pas d'obtenir la nullité du contrat parce qu'il n'y a pas d'erreur. Puisque l'erreur, il faut qu'elle soit excusable. Si vous êtes vous-même un particulier qui n'y connaissait rien en matière de construction, qui n'habitait pas dans la région, vous vous adressez à une société qui vous vend un terrain qui est pollué et qui ne vous indique pas que le terrain est pollué. Là, l'erreur marche. Parce que là, l'erreur est excusable. En tant que particulier, j'achète un terrain, bon, je ne vais pas commencer à me renseigner s'il est pollué, est-ce qu'il y a des caves en dessous, est-ce que, voilà, bon. Sur ce point-là, l'erreur,
elle est excusable, il n'y a pas de souci. Mais là, ce n'est pas un particulier qui achète. C'est une société d'aménagement local pour y construire des logements. Par conséquent, ici, effectivement, la société aurait dû se renseigner, parce que ce sont des professionnels, elle aurait dû se renseigner du caractère constructif du nom du terrain. Ici, l'erreur n'est pas excusable, par conséquent, ça ne fonctionne pas. Alors, j'y viens sur les deux, trois petites réflexions que vous faites. Après que l'acheteur ait noté que le contrat ne lui a pas garanti. Donc, effectivement, la problématique de l'obtention du permis de construire aurait dû faire tilt. Il doit se renseigner, donc c'est une faute de sa part. Oui. Donc, il va permettre d'écarter la problématique de l'erreur. Pour l'erreur, il ne faudrait pas que les deux parties pensent qu'il n'est pas pollué. Alors, oui, oui, dans ce cas-là, oui. Oui, si Léa savait que le terrain n'était pas pollué, d'accord, on aurait pu effectivement, peut-être à un moment donné, dire que l'erreur était excusable. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisque Léa le sait que le terrain est pollué, puisqu'elle l'a obtenu pour une somme modique. On vous dit que voilà, elle la rachète à une société qui était spécialisée dans le raffinage de produits pétroliers lourds, notamment des huiles, et qu'elle sait que ce terrain est gravement pollué. Donc, Léa le sait, d'accord. Alors, il ne peut pas se retourner contre Léa sur l'erreur. Mais vous allez voir que en droit, ça fonctionne comme ça. Je sais que là, on m'a menti, on n'a pas été très loyal avec moi. D'accord. Maintenant, comment juridiquement je vais pouvoir justifier ma démarche? Je sais que l'erreur, juridiquement, ne fonctionne pas parce que toutes les critères de l'erreur ne sont pas réunis. Je vais essayer maintenant le DOL et vous allez voir qu'avec le DOL, ça fonctionne. Pourquoi avec le DOL, ça fonctionne? Parce que le DOL, c'est quoi ses caractéristiques? Il faut qu'il y ait eu un mensonge, une manœuvre ou ce qu'on appelle une réticence dolosive, c'est-à-dire quelque chose que l'on n'a pas dit, que l'on a oublié volontairement de me dire. Ça, c'est les conditions du DOL. Ensuite, le DOL, il est toujours excusable. On m'a menti, donc même si moi je pouvais me renseigner parce qu'on m'a menti ou parce qu'on a effectué une réticence dolosive, je suis protégé même si j'ai la possibilité de me renseigner. Ensuite, le DOL, il faut qu'il porte sur une partie importante. Ici, comme je vous l'ai dit, comment savoir si l'information est importante? Il suffit de se dire, est-ce que vous auriez acheté quand même? Ou est-ce que vous auriez acheté au même prix? Ah non, obligatoirement, je n'aurais pas acheté au même prix. Si j'achète un terrain pollué, je n'achète pas au même prix que si c'est un terrain normal. Donc on voit que toutes les conditions du DOL ici sont réunies. Pourquoi? Parce que Léa n'a pas informé l'acheteur que le terrain est pollué, alors qu'elle-même le savait. Or, elle sait aussi que le constructeur, que la société qui achète, veut construire des logements. Donc, elle sait que cette information peut faire capoter la vente. Et elle ne la donne pas. Elle n'est pas loyale. D'accord. Son attitude est constitutive d'un DOL. Le DOL, c'est un vice du consentement. Le consentement, c'est une condition de validité du contrat. Donc, ici, l'acheteur va pouvoir obtenir la nullité du contrat. Alors, en plus des dommages et intérêts pour faute qu'il peut obtenir dans la première partie de la résolution du cas pratique, deuxième angle qui peut être cumulatif à cette première partie, c'est la possibilité d'obtenir la nullité du contrat. Donc, il peut obtenir la nullité sur le fondement du DOL, plus il peut obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la faute. Et ici, sur le fondement du défaut d'information. Alors, vous me dites, grâce à la clause, il ne peut pas se retourner contre Léa. Mais il ne peut pas se retourner. Pourquoi? Il peut très bien demander la nullité du contrat. Je viens de vous le démontrer, même s'il y avait cette clause. Tout simplement, effectivement, il ne pourrait pas reprocher à Léa de ne pas avoir obtenu le permis de construire. Mais là, il y a d'autres choses sur lesquelles il peut se fonder pour se retourner contre Léa. D'accord. Juste, effectivement, est-ce que la clause ne va pas être déclarée non valable? Il y a cette question. Un juge peut très bien dire, vous avez fait exprès d'insérer une clause alors que vous saviez très bien que le terrain, vous n'aurez jamais, que l'acheteur n'aura jamais la possibilité d'avoir le permis de construire. Vous avez fait exprès d'introduire cette clause
tout en sachant que vous n'aurez pas. Donc cette clause, quelque part, elle n'est pas très loyale. Si Léa n'avait pas su que le terrain était pollué et qu'elle ait introduit cette clause, il n'y a pas une volonté de tricher, il n'y a pas une volonté de berner l'autre, d'être déloyal, puisque je ne le sais pas. Je mets un truc pour me protéger, sans savoir que le terrain est pollué. Là, d'accord. Là, pas de problème sur la validité de la clause. Imaginez que vous achetez une voiture d'occasion et que le mec il vous dit bah, si elle tombe en panne dans 5 km, je ne suis pas responsable. Hein. Bah, c'est quelque part, ça pue ce truc-là. Moi, je sais que la voiture, elle est pourrie. Je vous la vends en vous disant ouais, non, c'est une super voiture. Et puis dans le contrat, je vous mets oui, mais si elle tombe en panne à la sortie du garage, je suis responsable de rien. Attendez, on va où là? Cette clause-là, tout en sachant que la voiture est pourrie, en vous cachant les défauts de la voiture, qui sont des défauts importants, je ne suis pas loyal. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, cette clause, il me semble qu'il ne serait pas très dur de la faire sauter et de la faire déclarer illégale, de la faire déclarer non écrite comme on dit. Comment ne pas être sûr que Léa ne lui ait pas communication? Bah, on le sent ici, hein. On sent bien que nulle part on vous dit Léa lui a communiqué cette information. Bon, sinon, comme c'est un élément important, je pense qu'on vous l'aurait indiqué qu'elle avait dit justement que le terrain est pollué. Alors, il faut bien comprendre dans les cas pratiques que de temps en temps, il va falloir interpréter les choses. Et vous allez le voir, justement, avec le prochain cas pratique. Et en ça, moi, je valoriserai par exemple une copie qui me dit, ici, je ne sais pas vraiment si elle ne lui a pas dit. Bon, c'est une donnée importante du cas pratique. Donc je pense que si elle lui avait dit, on vous aurait indiqué dans le cas pratique, Léa a informé l'acheteur que le terrain était pollué. Puisque c'est une donnée. Là, ça n'est pas dit. Donc clairement, on peut en déduire qu'elle ne lui a pas dit volontairement. Elle l'a tue. C'est une réticence dolosive. Alors, on va voir justement l'interprétation des mots, comment ça peut jouer en droit et comment ça peut jouer sur la résolution d'un cas pratique. Et il ne faut pas vous inquiéter de ça. Il ne faut pas vous inquiéter de ça parce que sur le prochain cas pratique, il y a plusieurs réponses possibles, par exemple. Il suffit que vous soyez dans une des réponses et c'est bon. Et que vous justifiez correctement votre réponse et il n'y a pas de souci. Regardons le prochain point, cas pratique. Regardons-le. Alors, vous me dites, Aurélie, elle n'a pas dit qu'il pouvait construire, elle a baissé le prix, elle n'a pas menti sur la marchandise. Alors, je suis d'accord, elle ne lui a pas dit que c'était constructible. Mais elle n'a pas donné une information qui était importante. Et en termes en droit, ne pas donner une information importante alors qu'on la connaît, alors qu'on sait qu'elle est importante, c'est la même chose que mentir. Le dol, il est caractérisé soit par le mensonge, ou soit par le fait de taire une information que l'on sait importante pour le contractant. Si je sais une information, je suis obligé de vous la donner. Un, parce qu'il y a un devoir légal, il y a une obligation légale d'information, article 1112 du Code civil, d'accord. Et deux, parce que le dol est caractérisé aussi par une réticence dolosive. Bon, donc un mensonge par omission, voilà, exactement. Si vous voulez l'interpréter comme ça, un mensonge par omission. Mais l'omission, c'est omettre, c'est oublier de. L'intentionnalité n'y est peut-être pas. Je vais vous prendre un deuxième cas pour bien vous montrer. Vous vendez un appartement, peut-être que je vous ai même déjà expliqué ce cas. Vous vendez un appartement et vous omettez de dire à la personne qui veut acheter l'appartement que l'appartement est très bruyant. Il y a un bar en dessous et que le bar met de la musique jusqu'à 11 h du soir et c'est galère tous les soirs. Bon. C'est quand même une information importante. Quand vous achetez un appartement, vous avez envie d'y être tranquille dans votre appartement. Le fait de ne pas dire cette information, je ne l'ai pas menti puisque je ne l'ai pas dit. Je ne peux pas dire que non, le bar en bas, il est super clean, hein, il n'y a pas de souci, ils ne font pas de bruit. Hein. Je ne vous ai pas dit ça, je ne vous ai rien dit. Donc, je vous ai en quelque sorte caché une information qui se révèle être une information importante. Il faut que l'information soit importante, hein, d'accord? Je vous ai caché volontairement une information qui est ici une information super importante.
Par conséquent, c'est un dol, c'est une réticence dolosive, et c'est donc sanctionnable en termes juridiques, puisque ça peut entraîner la nullité du contrat. Les 3C, alors ils sont cumulatifs dans le sens où si l'une des trois n'est pas réunie, ça tombe. D'accord? On entraîne. Donc, soit ces trois conditions cumulatives, un consentement non vicié, donc un consentement libre, la capacité des parties à contracter et le contenu licite est certain. Il faut que ces trois soient réunis. Si le consentement est vicié, soit par l'erreur, le dol ou la violence, boum, ça tombe. S'il y a un défaut de capacité, boum, ça tombe. S'il y a un objet illicite, boum, ça tombe. Voilà. Les 3C sont cumulatifs, mais positivement. Alors, donc, si le juge estime que la clause de non-garantie n'est pas loyale et juste, il faut demander l'unité du contrat. Oui, mais ce n'est pas la clause qui va entraîner la nullité du contrat. Une clause qui est nulle, elle disparaît, mais elle n'entraîne pas la nullité du contrat. C'est le dol qui va entraîner la nullité du contrat. Il se peut que dans un contrat, d'accord, il se peut que dans un contrat, il y ait une clause qui soit non valable. Ce n'est pas pour ça que le contrat est nul. J'ai l'impression, Vincent, que vous ne comprenez pas quand je parle des 3C cumulatifs. Il faut donc, et je le répète, je vais le dire très clairement, il faut donc un consentement libre. En plus, donc cumulatif, il faut la capacité, il faut que les parties soient capables de contracter. Et en plus, il faut que l'objet soit licite. Donc je répète, ces trois conditions sont cumulatives. S'il y a un problème dans l'une des trois conditions, le contrat tombe. C'est en ça où on dit que les conditions du contrat doivent être réunies et qu'elles sont cumulatives. Voilà, nous allons passer au cas suivant. S'il n'y a pas d'autres questions, je vérifie a priori. Non, nous allons passer au cas suivant. Et vous allez voir qu'ici, sur ce cas, voilà, qui est maintenant à l'écran, vous allez voir que sur ce cas, ce qui est intéressant à regarder, c'est l'interprétation qu'on peut en voir. D'abord, ce cas me paraît aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de protagonistes. Il y a 4 personnes qui vont entrer en jeu. Il y a d'abord Réjeanne, qui possède une pharmacie. Il y a Aude, qui est une de ses amies. Il y a Mathias, qui possède lui une pharmacie à Lyon et que Réjeanne aimerait acheter. Et il y a la banque Louis, qui est la banque de Réjeanne. Donc vous voyez qu'il y a 4 parties dans notre affaire. Chacun va avoir un rôle que l'on va démêler au fur et à mesure, mais surtout, quand les faits sont un peu compliqués et qu'elles mettent en jeu plusieurs parties, moi je vous conseille de faire un petit schéma. D'accord? Petit schéma qui va vous aider à la résolution du cas et qui va éviter que vous confondiez les parties. Alors, que se passe-t-il? On regarde d'abord dans une première partie, il y a Réjeanne, donc, qui possède 51% d'une pharmacie. Et on nous indique que Réjeanne a promis d'offrir les parts sociales qu'elle détient dans cette pharmacie à une amie de sa promotion qui s'appelle Aude. Donc, Réjeanne a promis d'offrir les parts sociales à Aude. Il va falloir maintenant qualifier, c'est-à-dire juridiquement poser une qualification sur la situation et sur la situation entre Réjeanne et Aude. Que se passe-t-il? Comment on peut qualifier cette promesse? Quelles sont les solutions que l'on a? On a une première possibilité, Mathieu nous propose une promesse unilatérale de vente. Solution que je vais retenir et que je vais expliquer après. Est-ce que vous avez d'autres impacts de préférence? Solution que je vais retenir aussi et que je vais expliquer après. D'autres possibilités? Alors moi, j'aurais bien vu aussi une promesse, mais pas unilatérale, mais une promesse synélagmatique, c'est-à-dire une double promesse. Voilà ici toute l'ambiguïté de notre cas, c'est de dire, voilà, comment je peux justifier mon choix? Parce qu'il va falloir choisir parmi... d'accord. Il va falloir choisir entre ces 3 choses et justifier. Alors, si vous voulez bien, on va les prendre une par une et je vais
justifier ce qui pourrait éventuellement m'amener vers une promesse synélagmatique ou pas, ce qui va pouvoir m'amener vers un pacte de préférence et ce qui va pouvoir m'amener vers une promesse unilatérale. Ici, je vais commencer par la promesse synélagmatique parce qu'il me semble que c'est peut-être la moins probable. On nous indique, et la phrase vraiment qui est à prendre en compte, c'est que Réjeanne, est-ce que je peux, non, je ne peux pas là, je vais faire ça, hop, insertion, est-ce que ça va marcher? Une forme, hop, voilà, et la chose qui est super importante, elle se situe ici. Voilà. Voilà la phrase. La phrase qu'il faut bien analyser. Réjeanne a promis d'offrir les parts sociales qu'elle détient dans la SRL à une amie de sa promotion. Il y a deux termes sur lesquels je vais me poser. D'abord, promis, ce qui nous fait entendre à une promesse, d'accord. Et ensuite, offrir. Alors, offrir, pour moi, c'est quelque chose que je donne à quelqu'un, d'accord. A promis d'offrir. Ça veut dire quoi, a promis d'offrir? C'est là toute la question. Et c'est là toute l'interprétation. Alors, pourquoi je vais pouvoir éliminer la promesse synélagmatique? Puisque rien ici m'informe que Odd a accepté cette promesse, a accepté les parts. Or, dans la promesse synélagmatique, les deux se sont engagés. Ici, rien ne offre. C'est pas mal aussi. On peut en discuter, effectivement, offrir, faire une offre ou non. Donc, je reviens sur ma problématique de promesse synélagmatique. Ici, bon, rien ne me permet de dire que Odd a accepté d'acheter les parts. Donc, compliqué, compliqué de pouvoir dire qu'il y a une promesse cinématique. Donc, je vais l'écarter parce que je n'ai pas la certitude que Odd ait accepté cette promesse. Donc, j'écarte la promesse synélagmatique. Vous voyez que je l'ai proposée et que je l'ai écartée. Deuxième chose, la promesse unilatérale. Alors, pourquoi je vais écarter aussi la promesse unilatérale? Parce que ici, on ne me donne pas de prix. Et je peux me dire que, déjà, juridiquement, une promesse contient l'objet et un prix, obligatoirement. S'il n'y a pas le prix, c'est que ce n'est pas une promesse. D'accord? Donc, pour qualifier juridiquement une promesse, il faut que l'un soit engagé, donc l'un fasse la promesse de faire l'action, et deux, il faut qu'on ait situé l'objet et le prix. Donc, si on m'avait dit, Réjeanne a promis de vendre les parts sociales à Odd au prix de 50 000 euros, là, sans aucun souci, je vous aurais dit, on est en face d'une promesse unilatérale de vente, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que dans le terme Réjeanne a promis de vendre, déjà, j'ai l'action. Les parts sociales, j'ai l'objet. À 50 000 euros, j'ai le prix. J'ai tout ce qu'il faut pour qualifier une promesse. Tous les critères de la promesse. La promesse, c'est quoi? C'est l'engagement d'une partie. Et il faut que l'engagement précise l'objet et le prix. C'est au minimum ce que doit préciser la promesse. Une promesse qui ne contient pas le prix n'est pas une promesse. Je vous promets de vous vendre ma voiture, ce n'est pas une promesse. C'est une offre. D'accord? La promesse précise obligatoirement les éléments essentiels du contrat. En l'espèce, obligatoirement l'objet sur lequel porte le contrat et le prix. Donc, ici, moi, je vais écarter aussi la promesse parce que rien ne me dit que le prix a été fixé entre les deux copines. Mais je montre à mon correcteur que voilà comment moi j'interprète les choses. Et je lui montre que je sais mon cours. D'accord? Donc, par exemple, pour ma promesse unilatérale, j'aurais fait ma copie comme ça. J'aurais dit une promesse latérale, c'est l'engagement d'une des parties. Pour être valable et pour être qualifiée de promesse, la promesse doit contenir l'objet du futur contrat
et le prix, au minimum. En l'espèce, rien ne permet de savoir si Réjeanne a promis de vendre, puisqu'on utilise le terme promis d'offrir. De plus, aucun prix n'est mentionné. Par conséquent, la promesse que Réjeanne a faite à Aude ne peut être qualifiée juridiquement d'une promesse unilatérale. Voilà comment j'aurais raisonné. Je montre à mon correcteur comment moi j'ai interprété les choses. Imaginons que le corrigé fait état que ici on avait une promesse. Le correcteur il va dire ah ouais mais le mec il connaît bien comment fonctionne la promesse. Pour lui dans le texte il n'y a pas le prix, donc il dit qu'il n'y a pas de promesse. Ben, moi je lui mets la totalité des points, ou 90% des points, même si le corrigé dit là les étudiants devaient répondre qu'il y avait une promesse. Parce que tout mon raisonnement y est. D'abord ma méthode, et puis les éléments de mon raisonnement ne sont pas complètement faux. Maintenant, revenons sur le pacte de préférence. Première chose, je dois définir ce que c'est juridiquement un pacte de préférence. Le pacte de préférence, c'est un avant-contrat, d'accord, par lequel celui qui possède un bien s'engage à le proposer à un bénéficiaire dans le cas où il devrait vendre ce bien. Bon, voilà, j'ai qualifié exactement ce que c'est. Bon. Ici, je n'ai pas besoin de éventuellement évoquer une vente en violation d'un pacte, puisque ce n'est pas le problème. Ici, on me demande simplement de qualifier. Maintenant que j'ai dit ce que c'était juridiquement qu'un pacte de préférence et que j'ai donc expliqué mon cours, je vais revenir au fait. Ici, nous savons que Réjeanne, en l'espèce, nous savons que Réjeanne a permis d'offrir les parts sociales à Aude. C'est le terme offrir qui me fait penser, moi, à plutôt proposer. Donc, à travers offrir, j'interprète offrir comme proposer. Donc, ça veut dire que Réjeanne a promis de proposer les parts sociales qu'elle détient en premier à Aude, en priorité. Vous voyez qu'il marquait aussi en priorité à une amie. Je dirais que le terme priorité va vraiment me diriger, puisque c'est ça la qualification de la promesse du pacte de préférence, c'est de proposer à quelqu'un en premier, en priorité, avant toutes les autres, le bien que l'on entend vendre, si bien sûr on se décide à vendre. Ici, Réjeanne a promis d'offrir les parts en priorité à une amie. Pour moi, j'assimile le terme offrir à proposer. Par conséquent, je vais qualifier la situation non pas de promesse, non pas d'offre, non pas de promesse synagmatique, mais bien de pacte de préférence qui engage Réjeanne à proposer à Aude, qui est la bénéficiaire, les parts sociales dans le cas où elle vendrait sa pharmacie. Voilà mon raisonnement. A priori, je pense que c'est celui que proposerait le jury. Mais en même temps, si à un moment on dit oui, mais offrir pour moi, ça veut dire vendre, donc quelque part, je peux aussi dire qu'il y a une offre. Bah, pourquoi pas une offre? Justifiez-moi le fait d'une offre. D'accord? L'offre, c'est de proposer quelque chose à quelqu'un. C'est le terme promis, et puis c'est en priorité, moi, qui me font me porter beaucoup plus sur un pacte de préférence. Et d'ailleurs, la question vous dit comment peut-on qualifier la promesse de Réjeanne? Quelque part, il y a un piège là-dedans, parce qu'on vous parle déjà de promesse. Donc, on attend à ce que l'étudiant me tombe dans le piège et réponde promesse unilatérale ou promesse synagmatique. Or, on a démontré, de par l'absence de prix, qu'il n'y a pas de promesse. Par conséquent, vous voyez, je pense que vraiment ici, c'est plutôt le pacte de préférence qu'il fallait viser. Alors, l'offre peut vouloir dire cadeau. Oui, oui, d'accord. D'accord. L'offre peut vouloir dire cadeau, alors ouais, auquel cas il n'y aurait pas de prix. Votre raisonnement, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Mais je pense qu'il y a plus de chances. Alors, vous voyez, on peut avoir plusieurs raisonnements avec des interprétations. Bon, le jour où vous vendrez 51% des parts, que vous offrirez 51% des parts d'une pharmacie à quelqu'un, vous me prévenez. Hein. D'accord? Parce que moi, je suis preneur. Ici, on parle de gros sous. Alors, dans la vraie vie, je ne pense pas que quelqu'un va donner une pharmacie à quelqu'un d'autre, même si c'est une amie.
Vous voyez les sommes qui sont annoncées, on n'est pas loin de la réalité. On parle de 500 000 euros pour ce qu'elle devrait acheter de l'autre côté. Bon, on va dire offrir, je pense qu'on peut écarter le terme offrir comme cadeau. En fait, elle a peu d'intérêt à faire ça. Elle a peu d'intérêt à faire quoi? Anaïs, peu d'intérêt à faire quoi? Alors, je, bah non, mais effectivement, vous n'allez pas donner une pharmacie. On est bien d'accord. Hein, d'accord. C'est pour ça que l'offre, euh, l'offre comme cadeau ne me paraît pas tenir la route. Par contre, effectivement, encore une fois, il y a beaucoup plus d'éléments qui me permettent de me diriger vers le pacte de préférence que vers autre chose. Alors, continuons notre cas pratique ici. On vous dit que Aude hésite. Elle préfère peut-être partir. euh, Elle préfère peut-être partir en Corse. Est-ce qu'elle est engagée par la promesse? C'est-à-dire, est-ce que le bénéficiaire, puisque si on s'arrête sur le fait qu'on est en présence d'un pacte de préférence, d'accord? Si on s'arrête sur le fait qu'on est en présence sur un pacte de préférence, est-ce que le bénéficiaire du pacte, celui à qui on va proposer en premier la vente, est-ce qu'il est lui lié? Ici, non. Le bénéficiaire du pacte n'est pas lié. D'accord. Le bénéficiaire d'une offre n'est pas lié non plus. Il n'est pas obligé d'accepter l'offre. Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale n'est pas engagé non plus. Il peut très bien refuser. Par contre, seul le bénéficiaire d'une promesse synélagmatique est engagé. Enfin, le bénéficiaire, ils sont tous les deux bénéficiaires, hein, mais puisque les deux ont affirmé leur volonté de signer le contrat, d'accord, de conclure, les deux sont engagés. Dans aucun des autres types d'avant-contrat ou aucun des autres éléments précontractuels n'engage le bénéficiaire. Ici, Aude est la bénéficiaire d'un pacte de préférence. Réjeanne, lorsqu'elle va décider de vendre sa pharmacie, va lui proposer les parts en premier. C'est-à-dire lui dire, voilà, moi je te les vends à, je dis n'importe quoi, 400 000 euros. Est-ce que Aude, bénéficiaire d'un pacte de préférence, est obligée de conclure? Non, elle n'est pas obligée de conclure, simplement elle refusera. Et Réjeanne ira les vendre à quelqu'un d'autre. D'accord. Non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère partir en Corse. Euh, Soit dit en passant, Roubaix ou la Corse, moi je préfère la Corse aussi. Hein. Mais elle n'est pas, donc Aude n'est pas engagée par le pacte de préférence. Par contre, Réjeanne est obligée de lui proposer en premier. Alors, qualifier maintenant euh, le rapport ou l'accord qui a été passé entre Réjeanne et la banque. Alors peut-être que c'est un élément qui ne figure pas dans votre cours. D'accord, je ne vais pas vérifier, mais en tout cas, nous n'en avons pas parlé dans les éléments qui étaient importants. Alors, les TD sont aussi là pour compléter votre cours sur les éléments qui sont à connaître. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Est-ce que quelqu'un a réfléchi à une réponse concernant la troisième question? Qualifier l'accord passé entre Réjeanne et la banque Louis. Transfert de capacité, c'est pas mal. C'est pas mal parce que finalement, exactement, Aude Pupione, exactement, c'est un mandat. Le transfert de capacité, il est bien pensé. D'accord. Mais ici, on est bien en présence d'un mandat. Un mandat, c'est quoi? C'est d'un côté un mandant, c'est celui qui va donner le mandat. D'accord. Et de l'autre côté, un mandataire, c'est celui qui va recevoir le mandat. Alors, le mandat, c'est quoi? C'est demander à quelqu'un d'agir pour soi, d'accord, et en son nom. Donc ici, euh, Réjeanne a chargé la banque, qui s'appelle la Banque Louis, d'acquérir en son nom et pour son compte toutes les parts sociales détenues par Mathias. D'accord. Par conséquent, un mandat a été conclu entre Réjeanne, le mandant, et la banque, le mandataire. Alors, petite anecdote, vous avez peut-être, si vous suivez un petit peu l'actualité juridique, su qu'aujourd'hui, un nouveau procès engage Bernard Tapie
Bernard Tapie est engagé dans un nouveau procès, donc il n'est que l'appel d'un premier procès dans lequel il avait gagné. D'accord. Donc, on connaît à peu près tous la saga juridique de Bernard Tapie qui, au demeurant, passe sa vie pratiquement dans les tribunaux. Alors, à l'origine de tout ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à l'origine de tout ça, et notamment de cette affaire pour laquelle aujourd'hui il est encore devant les tribunaux. Alors, je ne vais pas passer par les différentes péripéties parce que c'est une histoire à rebondissement, on pourrait en écrire un roman, mais à l'origine de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 90, Bernard Tapie était le propriétaire de la marque et des usines Adidas, qu'il avait acquis pour une bouchée de pain parce qu'à cette époque-là, Adidas n'était pas, je dirais, en haut de l'affiche. Une de ses qualités à Bernard Tapie, c'est de racheter des marques pas terribles et de les relancer et d'ensuite les revendre et d'en faire évidemment une belle plus-value. C'est ce qu'il a fait avec Adidas. Bernard Tapie a acquis Adidas pour pas grand-chose, a restructuré, remonté la marque et quelques années plus tard, Adidas est redevenu un des fleurons de l'industrie du textile de sport et du matériel de sport. Et en bonnes affaires, Bernard Tapie a décidé de revendre Adidas de façon à profiter de la plus-value qu'il allait faire. Il a chargé sa banque, donc il a donné un mandat à sa banque pour lui trouver un acquéreur. La banque lui a trouvé un acquéreur, sauf que la banque a conclu largement en dessous du prix que valait réellement Adidas, se mettant une grosse commission dans la poche. Et c'est là le début de la saga Bernard Tapie, qui l'a amené jusqu'à toucher 400 millions de dommages et intérêts, puisqu'on a reconnu la banque coupable. Il y a eu beaucoup de suites à tout ça, ça serait bien trop long d'en revenir. Mais tout simplement pour vous donner l'anecdote de ce qu'est un mandat, on charge quelqu'un de faire quelque chose à notre place. C'est ce qui se passe aussi, notamment quand vous décidez de vendre un bien immobilier, que vous vous adressez à un agent immobilier. D'accord, je possède un appartement, j'aimerais le vendre, je veux voir une agence immobilière. Bonjour, est-ce que vous pouvez me vendre mon appartement? Oui, je peux vous vendre votre appartement. À partir de là, vous venez de donner un mandat. Alors, ça veut dire quoi, le mandat? Ça veut dire quoi? Et précisément, Mathias et la banque Louis se mettent d'accord sur la vente. D'accord. Réjeanne est-elle obligée par l'accord donné par la banque Louis? Donc, la banque a conclu l'affaire. D'accord. Réjeanne, au départ, a demandé à la banque de négocier, de racheter pour elle les parts et de racheter pour elle la pharmacie que Louis possédait à Dijon. La banque a fait le boulot pour lequel Réjeanne l'a mandaté. Elle a maintenant acquis, passé un contrat d'achat avec Louis. Est-ce que Réjeanne est engagée par ce contrat? Si elle n'était plus d'accord, imaginons, elle dit, bon, non, moi je ne suis plus d'accord, est-ce que je peux partir? C'est-à-dire que la banque, pour qui elle a agi, est-ce que le mandat oblige celui qui a donné le mandat dans toutes les actions du mandataire? Oui. Si le mandataire, la banque, a signé, alors c'est comme si c'était Réjeanne, puisque la banque a agi en vertu du mandat au nom de Réjeanne et pour le compte de Réjeanne. C'est-à-dire que c'est comme si c'était Réjeanne. À partir du moment où vous donnez un mandat, vous êtes responsable et vous êtes obligé de tout ce que va faire votre mandataire. La banque ayant trouvé un accord pour l'achat des parts ou la vente des parts, d'accord, alors Réjeanne, en vertu de ce mandat, est obligée par l'action que la banque a faite. Maintenant, chose qui n'est pas évoquée dans le cas pratique, mais on vous parle d'une somme. D'accord. À la fin du cas pratique, on nous indique, voilà, on dit que ici, Réjeanne avait indiqué à sa banque que, tout compris, elle ne voulait pas que ça dépasse 500 000 euros. D'accord. La transaction ne devra pas dépasser 500 000 euros, tout compris. Imaginons que la banque soit allée au-delà de cette limite. Imaginons que la banque soit allée au-delà de cette limite et ait conclu un accord avec Mathias pour 510 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Toujours en vertu de son mandat, Réjeanne est obligée d'acheter la pharmacie.
D'accord? Elle est obligée parce que la banque s'est engagée pour Réjeanne. Donc Réjeanne est obligée de conclure la vente. Par conséquent, elle devra verser les 510 000 euros. Maintenant, que peut faire Réjeanne? Puisque la banque a commis une faute. Réjeanne lui avait indiqué qu'il ne fallait pas dépenser 500 000 euros et la banque a dépassé les 500 000 euros allègrement, puisqu'on a pour 510 000 euros. Ce qui va se passer ici, c'est que Réjeanne va pouvoir se retourner contre la banque. Contre Mathias, elle ne pourra strictement rien faire. Mathias n'est pas responsable du problème. Lui, il a conclu avec la banque comme si c'était Réjeanne pour un montant de 510 000 euros. Par conséquent, Réjeanne va devoir payer ces 510 000 euros. Elle ne pourra rien faire. Elle ne pourra pas opposer à Mathias le fait qu'elle ait dit à sa banque qu'il ne fallait pas dépasser 500 000 euros. Mathias, lui, il s'en fiche. Il va récupérer ses 510 000 euros. Il n'y a pas de souci. Par contre, Réjeanne peut éventuellement intenter une action en responsabilité contractuelle, par exemple, contre la banque afin de la faire condamner, par exemple, à 10 000 euros de dommages et intérêts, ce qui serait le différentiel entre ce qu'elle avait demandé à ne pas dépasser et ce que la banque a fait. Voilà pour la résolution de ce cas pratique qui était fort intéressant parce que vous voyez qu'on a pas mal discuté sur la problématique d'une phrase. Réjeanne a promis d'offrir. Voilà, une phrase qui a cristallisé pratiquement tout le problème en elle seule. Et ça nous a permis de faire des petits rappels sur les caractéristiques d'une promesse, d'une offre et l'impact de préférence. Alors, pour la semaine prochaine, non, pour notre prochaine séance, pardon. Pour notre prochaine séance, il faudra continuer à préparer les cas pratiques. Alors, a priori, je ne les corrigerai pas forcément tous, mais je vais vous demander de, bien sûr, essayer de tous les traiter. D'accord? De tous les traiter, ils sont plutôt intéressants. Bon, il y a pas mal de boulot, hein, je le conçois. Alors, peut-être que vous ne les traiterez pas tous, mais essayez peut-être de les lire et puis juste de voilà, marquer quelques mots, quelques idées sur votre feuille, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de cas pratiques. Je pense que nous aurons à corriger. Vous voyez, là, on a pu en corriger 2. Je pense qu'on pourra en corriger 2 ou 3 la semaine prochaine, mais dans tous les cas, je pense que je ferai une vidéo parce que ça me paraît intéressant. Je ferai une vidéo complète sur la correction des cas qu'on n'aurait pas eu la possibilité de corriger ensemble lors de notre cours. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça? Par rapport aux 2 cas que l'on vient de traiter, la façon dont on vient de traiter, la méthodologie et les arguments qu'on a pu avancer pour opter pour une solution ou une autre solution. Y a-t-il des questions concernant ces 2 cas pratiques? Non, c'est très clair. OK. Bon, a priori, tout le monde est satisfait. Je ne vous ai pas donné les résultats du cas août, il me semble. Vous vous souvenez qu'on avait très rapidement les retrouver. Il nous reste 2-3 minutes. Vous aviez un petit test à faire. Alors, 2-3 petites choses concernant ce petit test. Certains d'entre vous m'ont envoyé des mails en me disant Monsieur, j'y arrive plus, etc., etc. Bon, inutile de vous dire que j'avais dit que la limite de réponse c'était avant midi et que si vous êtes connecté à 14 heures, évidemment, ça ne marchait plus. D'accord. Alors, pour ceux qui l'ont rendu, pour ceux qui m'ont envoyé un mail, je vous ai envoyé un petit lien pour le rattrapage. Okay. Et pour la question que vous me posez sur les corrections, comme je l'ai dit, comme je l'ai répété déjà plusieurs fois, vous m'avez envoyé beaucoup de TD, c'est très bien. C'est franchement, c'est très bien, mais évidemment, ça veut dire aussi que j'ai beaucoup de corrections à faire et que ça prend un peu plus de temps, en sachant que les deuxièmes années m'ont rendu aussi beaucoup de TD. Par conséquent, ça ne va pas être facile de faire les corrections du jour au lendemain. Voilà pourquoi certaines corrections tardent un peu, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je vais corriger tous les TD. Ne vous inquiétez pas, ils seront corrigés
au fur et à mesure. Alors, les résultats pour ce caout, est-ce que c'est le bon? Est-ce que Lucie, Roxane, etc., c'est vous? C'est votre groupe? J'ai oublié de marquer le nom du groupe, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que c'est votre groupe? Non, c'est pas votre groupe. Est-ce que vous reconnaissez vos noms? Non. Je mets la suite. Donc ça, c'est pas votre groupe, hein. On est d'accord? Donc c'est le mien. Donc c'est votre groupe. C'est votre groupe. Si, c'est votre groupe. OK. Donc, a priori, bravo à Lucie, Roxane, Yousra, Erin, Cosma, qui occupent les premières places du classement. D'accord. Et surtout bravo à ceux qui ont fait 100%, c'est-à-dire 100% de bonnes réponses. Bravo à eux. Et puis, alors, je vous laisse découvrir. Je vais le passer tout doucement pour que vous puissiez voir votre nom éventuellement et votre classement, histoire de la minute qui nous reste. D'accord. Et alors, ça, ce sont certainement des gens qui n'ont pas terminé. Alors, je vois que Yousra, eh ben, malheureusement, vous venez d'être déclassé. Vous étiez deuxième, troisième, vous ne serez pas, parce que vous l'avez fait 2 fois, Yousra. Alors, c'est bien, tant mieux, hein. Vous avez fait une première fois et puis après, vous avez refait une deuxième fois. Donc, c'est un peu de triche. Par conséquent, voilà quoi. Enfin, bon, le but, on s'en fiche un peu, hein. Le but, c'est de vous faire prendre conscience. Voilà, par exemple, Kenza qui a eu que 40% de bonnes réponses. Voilà, c'est un chapitre qu'il va falloir revoir. D'accord. Voilà, à partir du moment où vous avez moins de 50% de bonnes réponses, hein, N, je ne sais pas qui, Laura aussi que 10%. Enfin, Laura. Ah non, 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 d'accord, j'ai compris. Excusez-moi, Yousra, vous n'avez pas répondu du tout aux questions en premier. D'accord, donc c'est peut-être une erreur de connexion. Identique pour Laura Payet qui n'a ici répondu qu'à 2 questions sur les 10. Enfin, voilà. Peu importe, vous voyez un petit peu votre classement. Et le but, c'était voilà, de vous faire travailler d'une façon un peu plus ludique sur ce cours. Ça marche pour tout le monde. Allez, on va se quitter là parce que j'ai un cours derrière. Je ne vois pas mon nom. Laura. Ouais, très rapidement, Laura, est-ce qu'on voit votre nom? Laura Payet, peut-être? Allez, je suis obligé de vous laisser là puisque j'ai un autre cours derrière. Je vous remontrerai les résultats plus tard si ça vous intéresse. Ou peut-être que vous n'avez pas répondu au bout de questionnaire, vous avez répondu au questionnaire de l'autre groupe où je les enverrai, vous verrez vos points. Mais a priori, on a dû vous donner votre classement à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de préparer le cours pour la prochaine fois, les différents cas à voir. Allez, je vous souhaite bonne soirée.